Ce n'est pas évident de prendre la parole après les éminences qui sont passées. But we'll try to do our best. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être ici, d'être invité à cette conférence qui a mobilisé et qui va donner de grands résultats, puisque en lisant les rapports, on était très rassurés. On m'a demandé de parler le traitement et la guérison de plus sombres blessures d'une nation. En fait, une nation peut endurer des blessures profondes par des différents types de catastrophes, comme on a pu le voir dans des éruptions volcaniques, on a pu le voir dans les tsunamis ou les tremblements de terre. Mais malheureusement, ces catastrophes peuvent être liées au fait de l'homme. Et là, ce sont des guerres que nous observons. Parfois, en fait, ces blessures profondes peuvent être dues aux dictatures, au totalitarisme ou tout simplement au terrorisme commis par les hommes. De ces catastrophes vont résulter, bien sûr, des troubles d'ordre physique qui sont facilement visibles et des troubles d'ordre psychologique qui impactent non seulement l'individu, mais aussi toute la communauté ou toute la collectivité. L'Organisation mondiale de la santé a montré que 9% des décès de mortalité à l'échelle mondiale sont dus aux différents traumatismes et que, en fait, le traumatisme constitue un problème de santé publique assez important et que même si, en fait, on sortait du traumatisme, malheureusement, on va souffrir pendant longtemps d'une incapacité qui peut être permanente ou une incapacité qui peut être même parfois tout simplement temporaire, mais il empêche l'individu d'être lui-même. Donc ces blessures vont non seulement ébranler ou détruire les valeurs, mais elles bouleversent également tous les repères, elles font disparaître parfois l'identité et les traditions, on ne va pas entrer dans les détails, et tout ceci va miner la cohésion sociale. Et en fait, lorsqu'il n'y a pas une cohésion sociale, il va de soi que la communauté, son tissu social est détruit, la communauté est incapable de pouvoir se construire sur le plan économique. Des études récentes même montrent que, en fait, lorsqu'un enfant subit le traumatisme dans le ventre de sa mère, cet enfant va avoir un comportement tout à fait anormal en tant qu'adulte. Et donc, ceci montre très bien que ce sont des traumatismes qui peuvent se transférer d'une génération à une autre. L'expérience que nous vivons à Panzi actuellement, puisqu'on a été invité pour parler de choses beaucoup plus pratiques que nous voyons à Panzi, le traitement et la guérison des sombres blessures souvent peut se limiter aux soins physiques, mais ne doit absolument prendre compte de l'aspect mental, qui doit être donc davantage intégré dans les objectifs des millénaires. Et ceci, c'est regrettable à le dire, les objectifs des millénaires n'ont pas tellement pris en compte cet aspect mental quand il revient à la prise en charge de la santé. Et ça va absolument compromettre tous les développements après, puisque l'atteinte mentale a aussi les mêmes conséquences que ce qu'on peut observer sur l'atteinte physique. Et ici, il y a un fait qui est très intéressant. Les déséquilibres mentaux jouent un rôle dans 5 des 8 objectifs des millénaires. Et ici, on voit par exemple pour la lutte contre la pauvreté, il va de soi que lorsque une personne ou une communauté a des problèmes d'ordre mental, cette personne ou cette communauté n'est pas capable de pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté. En ce qui concerne l'éducation, c'est la même chose. Des enfants qui ont passé, soit ils ont vécu des traumatismes dans le ventre de leur mère, ou qui ont eu des traumatismes, ces enfants ont du mal à pouvoir faire l'apprentissage correct ou faire un enseignement correct. En ce qui concerne la réduction de la mortalité infantile, on voit très bien également que là, la prise en charge donc, de l'aspect santé mentale fait que les enfants
qui ont eu des antécédents en fait de troubles mentaux ou de problèmes mentaux peuvent être beaucoup plus exposés. Et en fait, leurs mères également sont exposées à ne pas pouvoir les prendre en charge correctement. Et ceci va augmenter en fait la mortalité infantile. En ce qui concerne également l'amélioration de la santé maternelle, et là on peut le voir très bien, les femmes qui ont été traumatisées, ça montre très bien qu'en post-conflit, 10 à 30% des femmes sont sérieusement affectées mentalement. Et lorsqu'elles sont affectées mentalement, on peut le voir sur les résultats de leur prise en charge personnelle comme mère et leur prise en charge par rapport à leurs enfants est une mauvaise prise en charge. Et ça peut en fait réduire les effets escomptés par l'objectif de millénaire 5. Le VIH-Sida, les troubles de comportement peuvent entraîner des troubles tout à fait qui vont mettre à risque une personne de contracter facilement le sida et non seulement le contracter, mais pouvoir le répandre. Donc, de par ces expériences où nous pensons que la santé mentale est très très importante pour atteindre les objectifs des millénaires, à Panzi, nous avons développé un modèle holistique qui ne considère pas l'intégrité seulement physique de la patiente, mais une prise en charge qui prend en compte tout l'individu. Et ici, il part de la prise en charge médicale, qui est tout simplement une porte d'entrée, puisque les malades qui viennent nous voir, ils viennent nous voir puisqu'ils ont des problèmes de santé, qu'ils peuvent eux-mêmes se rendre compte, ou l'entourage peut réaliser qu'ils ont un problème d'intégrité physique. Mais lorsqu'ils entrent dans les systèmes, nous nous rendons compte qu'ils présentent des problèmes psychologiques assez graves. Et donc, du fait de ces problèmes psychologiques, ces personnes, en fait, ne peuvent pas être utiles pour le développement, ne peuvent pas être utiles pour la prise en charge, même communautaire. Ce qui a fait que nous puissions développer, en fait, des mécanismes et un système qui permet à ce que la prise en charge ne soit pas seulement médicale, mais aussi psychologique. Il est évident que lorsque les femmes se portent bien sur le plan physique et sur le plan psychologique, ce que nous avons observé, elles sont prêtes à pouvoir se réintégrer dans une communauté, dans une société, mais elles veulent jouer un rôle. Et là, notre hôpital a développé un profil qui permet à ce que la femme puisse choisir parmi les gammes que nous avons, qui la permet en fait de pouvoir reprendre donc sur le plan économique, sur le plan social, son rôle dans la communauté. Et ceci part de la scolarisation pour les plus jeunes jusqu'à des activités régénératrices de revenus. Mais nous, on ne se limite pas là, parce qu'on a vu que si les trois choses sont faites pour les femmes, spécialement qui sont victimes de violences sexuelles, la quatrième question qu'elle nous pose, pourquoi c'est moi? Pourquoi j'ai été violée? Pourquoi la personne qui m'a violée est là? Et là, nous répondons par la justice, c'est donc un aspect juridique où nous luttons contre l'impunité et nous essayons d'amener ceux qui ont commis des crimes de viol, par exemple, devant la justice. Et ceci, ça aide à reconstruire l'identité des victimes et prévenir donc la répétition. Mais aussi, ici, nous avons un programme de réparation, puisqu'en fait, la justice doit se terminer par cette réparation où la victime se sent effectivement acceptée et qu'elle n'est plus victime, mais elle devient une survivante. Sur le plan de la collectivité ou de la communauté, nous faisons le même travail, mais c'est un travail qui va s'élargir plutôt au groupe. Et ici, nous partons plutôt de petites... En fait, nous partons de communautés où nous avons formé des relais communautaires. Et ces relais communautaires sont des personnes tout à fait qui apprennent un peu du droit, un peu de médecine, un peu donc de comment réagir rapidement, comment se protéger dans la communauté et prendre des responsabilités dans la communauté. Ces relais communautaires contribuent tout simplement à un système de référence et contre-référencement. Parce que vous allez voir que les systèmes que nous avons, nous les construisons autour des centres de santé. Et il est très, très important que dans la communauté, il y ait des personnes qui peuvent se référer aux centres de santé. Et les centres de santé se réfèrent au niveau
donc des hôpitaux. Et ici, nous avons une très bonne expérience que nous sommes en train de faire avec l'appui de la Norvège à travers NCA, Norwegian Church Aid. Nous sommes en train de former 500. Nous avons formé 500 assistants sociaux pour que chaque centre de santé ait au moins une personne qui est capable, lorsque quelqu'un arrive dans le centre et qu'il a des problèmes psychologiques, qu'il soit à mesure de pouvoir savoir comment il va adresser cette personne. Et ça, c'est très important, puisqu'on voit très bien qu'il y a au centre de santé des personnes qui peuvent soigner la malaria, la diarrhée, etc. Mais lorsqu'une personne vient avec des problèmes d'ordre mental, il n'y a plus personne. Et ici, nous sommes en cours de ces programmes où nous allons mettre au niveau des centres de santé des assistantes sociales avec cette capacité, mais au niveau des hôpitaux, nous voulons avoir des psychologues cliniciens qui sont capables d'interférer avec les centres de santé. Et au niveau tertiaire, donc par exemple au niveau de l'hôpital de Panzi, là nous avons non seulement des médecins, mais des psychologues cliniciens et également des psychiatres pour pouvoir intégrer l'aspect mental dans les soins de santé primaires. La deuxième idée que nous essayons de développer, nous avons constaté qu'il faut répliquer les modèles que nous avons au niveau des Panzi dans le milieu rural. Ces modèles qui prennent en charge les 4 points, donc santé, psychologie, socio-économique et juridique, pour les victimes de violences sexuelles, il faut l'associer au paquet de prise en charge de la protection maternelle et infantile pour que les femmes, lorsqu'elles arrivent dans un centre, elles puissent trouver tous les paquets et qu'elles ne soient pas obligées, pour aller faire les tests, aller dans un endroit, pour aller voir un juriste, aller dans un endroit, pour aller voir, par exemple, un gynécologue, aller dans un endroit. Et nous pensons qu'au niveau local, c'est possible de faire des one-stop centers qui sont des guichets uniques où la femme peut arriver et avoir au moins la réponse, que ce soit concernant les SGBV ou que ça concerne la santé maternelle et infantile. Donc, ces systèmes d'introduire les soins de santé, dans les soins de santé primaires, la santé mentale, a vraiment un avantage de pouvoir prendre l'homme dans son intégralité. Le troisième fait, sur le plan collectif, pour soigner la collectivité, nous avons un programme social qui part de la médiation familiale, mais aussi qui prend en charge les enfants, par exemple, nés issus du viol, et tous les phénomènes qui peuvent être de nature à détruire les tissus sociaux. Nous essayons de le prendre en charge pour reconstruire la solidarité entre la population vivant dans un endroit et qui a subi une destruction du tissu social. Sur le plan économique, nous avons plusieurs plans qui aident à ce que cette communauté détruite puisse se retrouver. Et ici, nous partons des microcrédits, des crédits rotatifs. Nous avons par exemple des Village Saving and Loan Association où les femmes vont se prêter et lorsqu'elles travaillent ensemble, que ce soit se prêter de l'argent ou des semences ou par exemple de l'élevage, ça crée des liens qui en fait les aident à guérir de leurs blessures profondes. Et enfin, nous essayons également de gérer le passé en envisageant un futur. Et là, nous contribuons à la mise en œuvre donc, des outils de la justice transitionnelle qui sont très, très importantes puisque nous savons très bien que lorsque quelqu'un a subi des crimes ou des violences et qu'il est traumatisé, il est très très difficile de pouvoir reprendre si sur le plan même communautaire, il n'y a pas cet aspect de justice qui est fait. Donc nous soutenons des programmes de réparation pour que les femmes qui vont en justice, qu'elles puissent trouver en contrepartie en fait une réparation qui correspond à une reconnaissance de la communauté par rapport à ce qu'elles ont subi. Mais également, lorsque la population les demande, nous soutenons par exemple la construction des centres de santé ou des écoles, puisqu'en fait, ce sont des lieux où les gens se retrouvent et où ils peuvent se reconstruire et recommencer en fait leur vie. Nous avons participé également dans des constructions de mémoriaux ou des statues pour que les gens puissent garder leur histoire et de savoir que les choses ne doivent plus se répéter. Nous avons fait beaucoup de plaidoyers
pour la réforme, par exemple, des secteurs de sécurité. Et c'est très important, puisque ceux qui suivent les informations du Congo, ils savent très bien que le viol, aujourd'hui, on les décrit qu'il est dans la communauté. Mais il n'y a personne qui se pose la question de savoir comment ces viols se retrouvent dans la communauté. En fait, lorsque l'armée n'est pas... On ne fait pas un vetting pour l'armée, on remet les mêmes criminels dans l'armée, il est certain que les violations des droits de l'homme vont se poursuivre. Et ici, nous sommes en train de nous battre également pour qu'il y ait une démobilisation mentale. Nous avons des enfants soldats qui sont placés dans des groupes armés où ils apprennent à tuer, à violer, à détruire. Et donc la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est soit de les intégrer dans l'armée ou dans la société. Mais si ces enfants ne sont pas démobilisés sur le plan mental, ils constituent un danger et une façon de perpétuer en fait les violences dans la communauté. Je vais conclure en disant aux partenaires que nous encourageons vraiment que la santé mentale dans les objectifs des millénaires soit prise en considération, puisque s'il y a une intégrité physique, on a besoin d'une intégrité psychologique pour que la personne soit capable de se réinsérer, pour que la communauté soit capable de se réinsérer. Et pour le faire, nous pensons qu'il faut passer par l'insérer dans les soins de santé primaires. Et donc les conflits sont décidés par les hommes, malheureusement, mais ce qui paye le plus grand prix des conflits, ce sont des femmes et des enfants. Et donc, nous avons tous la responsabilité, lors des conflits, de pouvoir investir dans l'éducation des femmes et des filles et promouvoir la santé de la reproduction pour contribuer non seulement au développement humain de nos communautés qui sont traumatisées, mais aussi un développement économique et à l'intérêt général de toute notre société. Merci, madame.